Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, au petit matin du 10 septembre, des drones ont pénétré en territoire polonais. Ils ont donc franchi la frontière de l'OTAN et aujourd'hui, on va revenir sur cette violation des frontières de l'OTAN par, d'après les sources, au moment où je tourne, on est le 10 à 15h25 local en France, 19 drones de type Shahed. Juste avant d'attaquer, forcément, important dans l'ère moderne et dans la guerre hybride que l'on peut voir de nos jours, je vais vous énoncer un petit peu mes biais. Comme vous le savez, moi j'étais pilote dans l'armée française. Mon père était pilote dans l'armée française pendant la guerre froide et notamment bombardier nucléaire. Il était d'alerte à côté à Cazaux, prêt à ouvrir le feu avec la bombe nucléaire française si besoin. Après, j'ai été formé par l'US Navy, j'ai servi sur Super Étendard et sur Rafale. Et pour ce qui est des drones, j'ai eu un avant-goût, notamment début 2016 dans le Golfe Arabo-Persique, lorsque, aux commandes de mon Rafale Marine, on m'a demandé de protéger un porte-avions américain dans une situation de crise entre les États-Unis et l'Iran, alors que des marins américains avaient été faits otages par des Iraniens sur une île au milieu du Golfe. Et avec mon Rafale, j'avais intercepté et je m'étais mis en patrouille à côté d'un drone iranien avant, si je peux vous dire, que ce soit à la mode. Il avait fait demi-tour et je n'avais donc pas eu à l'abattre, je n'avais pas eu l'autorisation. Pour la petite histoire, j'étais en fréquence et sous contrôle d'une frégate anglaise. Donc j'ai une petite idée de la complexité de l'interception de drones pour l'opérateur en bout de chaîne. J'ai également ma conception forcément de l'OTAN, et si je devais vous la résumer ou vous la partager, c'est que ça fait environ 80 années, alors la frontière s'est décalée, mais que l'OTAN, en théorie, en tout cas en tant qu'opérationnel, c'est comme ça qu'on le conçoit, c'est les murailles du château fort. Et notre raison d'être en tant que militaire de l'OTAN, c'est de protéger ces murailles et de s'assurer que personne ne passe. Une fois que ça s'est dit, il faut également avoir conscience des biais que l'on peut retrouver dans les médias de plus en plus présents. Donc vous avez par exemple la fake news qui a circulé, qu'on avait débunké sur cette chaîne autour du brouillage contre Ursula von der Leyen. Ça a tellement fait de buzz, le contre-narratif qui était en fait la vérité, qu'ils ont fini par expliquer qu'en fait il n'y aura même pas d'enquête circulée, il n'y a rien à voir, mais ils ont quand même tenté. Et également, on peut attirer notre attention, c'est BMD qui nous dit ça, sur l'augmentation des fausses réponses quand on fait des interrogations, par exemple au niveau de l'IA. Donc faites extrêmement attention à vos sources d'informations. Et le meilleur conseil, celui qui vient de l'aérien, que je peux que vous partager, c'est post, probe, cert. Est-ce que quelque chose est certain? Est-ce que c'est probable? Ou est-ce que c'est possible? Et on va pas se mentir, pour avoir fait des missions militaires, d'entraînement, de guerre réelle, avoir des certitudes dans les heures après une opération militaire, je ne sais pas comment ils font. Avoir du probe high, donc des grandes chances, pourquoi pas, si on est très bien renseigné, mais avoir des certitudes dans les heures derrière, il faut comprendre que le temps du débriefing, le temps de la collecte des faits n'est pas forcément le temps des médias et encore moins le temps des tweets. Donc, petit rappel pour vous aider à mieux appréhender ce genre de situation et redescendre un petit peu peut-être d'un point de vue émotionnel avec tout ce qui se passe en ce moment avec la rentrée. C'est le T4 Deck qu'on partage beaucoup dans le monde de l'entreprise parce qu'il peut très bien s'y adapter. C'est quoi la temporalité? C'est quoi les faits? C'est quoi les options? C'est quoi les risques associés? On décide quelque chose, on exécute et on contrôle. Et pour vous, dans votre recherche de l'information, c'est pareil. C'est quoi votre temporalité? Détendez-vous, on a le temps. Après, c'est quoi les faits? Vous pouvez regarder les différentes options, les risques associés et on avance. Mais le plus important, c'est ça, qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Ne laissez pas les médias vous dicter votre temporalité, surtout quand on a des exemples comme ça, qui nous montre à quel point, entre le lundi et le vendredi, l'information a pu faire un 180. Et juste avant d'attaquer dans le dur, je vous présente notre partenaire du jour que vous commencez à connaître si vous souhaitez vous informer de la meilleure manière possible, c'est Ground News. Ground News, ils vous permettent d'ancrer vos informations dans le réel. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont vous donner une distribution des biais. Par exemple, là, ils vont nous retrouver 35 articles sur le sujet. On va pouvoir voir plutôt la vision des articles connus plutôt comme étant des médias de gauche, ceux plutôt de droite, faire une comparaison des biais, avoir une représentation un petit peu de différentes sources internationales. Maintenant, avec Internet, en plus, on vous traduit tout en instantané, ce qui est quand même génial. Et ce qui va vous permettre de prendre encore plus de recul par rapport aux médias qu'on peut retrouver à l'échelon national. Moi, je peux que vous recommander d'aller chercher ce type de médias, d'aller essayer de comprendre et d'intellectualiser, d'échauffer votre cerveau au fait qu'il y ait des biais
Sachant qu'on ne pourra jamais totalement les éliminer, mais pour vous permettre de mieux prendre du recul ou mieux vous informer. Comme je vous l'ai déjà dit, ma fonction préférée, c'est le concept blind spot qui vous permet de voir en fait des informations qui ne sont couvertes que par un des deux spectres. Par exemple, les médias de gauche ne disent pas trop que des Américains vont aller en visite officielle en Chine. Et les médias de droite ne nous disent pas trop que Starmer va rencontrer le président israélien à Downing Street. Bref, une manière, moi je trouve, assez amusante de s'informer. Comme vous le savez dans l'aviation, c'est l'information, l'avion que vous n'avez pas vu, qui va vous tuer. Toujours est-il, on vous propose avec le lien juste en dessous, d'avoir une offre très intéressante pour pouvoir profiter de Ground News, le tester. Et je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment, au vu de la densité d'informations et de la richesse des actualités en cette rentrée, pour tenter votre chance. Et vous pouvez également y accéder sur votre téléphone. Allez, on attaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu une attaque massive avec des drones. Certains drones, à l'heure actuelle, ce que l'on sait, ça serait 19, ont pénétré. Et là, on est sur du, à votre avis, post, probe ou CERT. On n'est pas sur du CERT sur les 19, on est sur du probe. Et ces drones ont pénétré en territoire polonais, avec des cartes qui commencent un petit peu à sortir, avec un drone qui est ici, d'autres drones par là, et d'après les infos disponibles en source ouverte à l'instant T, il y aurait eu 3 ou 4 drones abattus, et le reste se serait écrasé. Ils sont en train d'essayer de les localiser. Encore une fois, on n'a pas de certitude, mais ça semble probable qu'il ne s'agisse pas de drones kamikazes qui avaient une charge militaire avec vocation à exploser. Sinon, on n'aurait pas tous ces drones répartis un petit peu partout sur le territoire polonais en état quasi parfait. À partir de là, quel est l'état final recherché d'envoyer des drones scotchés en territoire polonais avec peu ou pas de charge militaire? On a peut-être trouvé le sujet du prochain concours de l'école de guerre. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre un petit peu la philosophie des drones? Déjà, on va remettre un petit peu de contexte en termes de carte. L'Ukraine, la Pologne, la frontière en question ici, certains drones qui sont arrivés par là, et on est face à des drones qui font environ du 250 km/h, qui ont 1000 km à faire, qui ont plus de 5 heures. Donc certaines personnes m'ont écrit, m'ont demandé est-ce que tu trouves pas bizarre, par exemple, qu'il y ait les avions d'alerte qui étaient déjà là, qu'il y ait les avions radars en vol. Si la détection et si la communication est bien faite entre l'OTAN et les défenses aériennes ukrainiennes, ils savent quand il y a des vagues de drones qui arrivent. Et moi, à leur place, ce que je ferais, c'est par anticipation, je fais décoller mes avions radars, je fais décoller ma chasse. De toute façon, c'est généralement la nuit que ça arrive. Et juste avant de continuer, on va faire un petit rappel sur l'OTAN quand même. Donc vous avez l'Ukraine, on connaît les zones ici, et nous avons une multitude de bases militaires américaines, de bases de l'OTAN, un petit peu partout. Donc cette présence est très forte avec de nombreux avions de combat. Là, on a vu qu'il y a eu du F-35 des Pays-Bas, on a vu également des F-16, mais dans le nord ici, on a parfois des avions français, donc il y a des déploiements, il y a des plots d'alerte, si vous voulez, au niveau de l'OTAN, tout le long de la frontière, avec des avions qui sont prêts à décoller si besoin, qui sont normalement armés, pas forcément toutes les munitions sous les ailes, c'est ce qu'on voit dans les images qu'ils partagent, mais qui ont plusieurs munitions sous les ailes et qui ont capacité à faire de l'interception. À noter que vous connaissez forcément un officier français, un capitaine, qui s'est battu en Pologne contre l'Union soviétique, un certain capitaine de Gaulle, qui a séjourné dans le pays avec la mission militaire française de 1919 à 1921. Maintenant, généralement, ce que l'on voit dans les attaques, c'est ça, c'est des attaques de drones qui ont des trajectoires qui varient. Et j'aime beaucoup cette carte. On vous a préparé une vidéo sur la no-fly zone possible en Ukraine. Alors, ça a été tourné avant cette attaque, donc je vous encourage à aller la voir quand elle sortira. Elle dure plus de 50 minutes, mais l'objectif, c'est de faire une masterclass que vous maîtrisiez vraiment le sujet. Parce que vous reteniez de cette carte, c'est qu'en fait, la plupart des attaques de drones, c'est là où il y a les points. Un gros pourcentage de drones qui est passé de ce côté-là, mais quand on regarde la répartition géographique, on est plutôt sur des attaques qui ne sont pas trop concentrées dans l'ouest. Mais là, clairement, ça a franchi la frontière, la fameuse muraille dont je vous parlais. C'était déjà arrivé par le passé, mais juste sur quelques kilomètres. Là, on a une pénétration beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs, vous remarquerez
que là, ça fait 400 km sans être intercepté. Et donc, c'est ce qu'on explique depuis le début sur cette chaîne. La posture défensive n'est pas aisée et on n'a pas forcément 100% des moyens dispo. On l'a vu au Qatar, on l'a vu dans multiples théâtres d'opération. Il faut un petit temps et on se fait toujours légèrement surprendre initialement. Maintenant, pour ce qui est de l'OTAN, l'OTAN n'a pas arrêté de s'agrandir, on voit très bien sur cette carte. Je vous rappelle quand même qu'il faut une agression au nord ici du tropique, sinon eh bien ça ne compte pas. Donc la France, si par exemple on est attaqué, on va pas statutairement être défendu par l'OTAN. Et on voit donc une multitude de drones qui n'ont pas explosé, qui se sont pas osés, qui sont apparemment vachés. Une maison a été endommagée avec une C4, c'est français monsieur. Toujours est-il, quelles sont les options pour l'OTAN après tout ça? Comme on a dit, première chose à faire déjà, c'est poser les crayons, réfléchir 2 minutes. Ensuite, on entend plusieurs propositions dans la presse depuis pas mal de temps. Une proposition qui serait de mettre en place ce qu'ils appellent Sky Shield, donc une protection au-dessus du territoire ukrainien. Ce qu'on n'arrive pas trop à savoir, c'est jusqu'où. Et dans la vidéo consacrée à No Fly Zone, on va expliquer à quel point ça change tout en fait de protéger 5 ou 20 km ou protéger jusqu'au Dniepr ou jusqu'au front, ça n'a absolument rien à voir en termes d'engagement. Ou alors, une fois que la paix est signée, une présence d'avions occidentaux, ça c'est assez facile à mettre en place, c'est un autre sujet. Mais ce qu'on peut retrouver avec certains think tanks, par exemple, c'est quelque chose qui ressemble à ça, où là, eh bien forcément, ça serait très complexe à mettre en œuvre parce qu'on est en train de parler de 400-500 km à protéger. Et avec la technologie que l'on a au niveau de l'OTAN à l'heure actuelle, c'est pas si facile que ça d'intercepter les drones. La meilleure techno qui traîne, et qui n'a pas été utilisée hier soir, maintenant, c'est d'utiliser des roquettes laser pour pouvoir ouvrir le feu contre les drones. Sinon, vous vous retrouvez avec un coût de destruction du drone qui vous fait perdre la guerre économique / la guerre industrielle. Parce que tirer un demi-million de dollars ou $1 million de missile, comme hier soir, pour détruire un drone à $20 000, c'est pas une situation d'avenir dans la durée pour votre économie, pour votre industrie. Donc il y a de multiples systèmes qui existent, mais comme on le répète, et on l'a déjà dit dès le début de la guerre, c'est le 42e jour sur le plateau de télé, c'est qu'il y avait besoin d'anticiper les commandes, il y avait besoin de augmenter nos capacités de défense par l'augmentation de nos capacités industrielles. Et là, l'OTAN se fait un petit peu ramasser la main en mode, en fait, si on regarde les Mika, si on regarde les munitions que l'on a, ce avec quoi on pourrait intercepter multitude de drones au niveau de cette frontière, on va vite perdre la guerre industrielle. C'est-à-dire que ça va vite nous coûter extrêmement cher parce que les Américains sont en train d'arriver avec ce concept-là, mais la plupart des pays alliés ne l'ont pas encore et on l'a vu hier soir, ce n'est pas déployé, ce n'est pas encore opérationnel. Alors notre président a condamné avec la plus grande fermeté. Vous remarquerez que hier, il n'a pas condamné avec la plus grande fermeté le Qatar. Il a gardé ça pour la Pologne. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La manière dont les militaires réfléchissent, c'est toujours pareil. On va proposer quelque chose et on va se demander quel est le scénario le plus probable, le meilleur scénario ou le pire scénario. Donc forcément, ils vont se dire, tiens, si on fait rien, qu'est-ce qui risque de se passer? Dans le meilleur des cas, les Russes sont pas fait exprès et arrêtent. Dans le pire des cas, peut-être qu'ils continuent et demain, ça sera 50 drones, après-demain, ça sera 150 drones et ainsi de suite. Et le plus probable, ils vont se dire, de temps en temps, il y aura une dizaine de drones qui vont passer avec une probabilité d'explosion extrêmement faible, vu qu'on a vu qu'ils n'ont pas l'air d'exploser. Et donc là, ils vont prendre leurs décisions qui sont en fait des décisions politiques. D'un autre côté, ils peuvent également réfléchir et ils vont réfléchir à on pourrait, sans aucune co-belligérance, il faut le dire, protéger de manière plus farouche cette fameuse frontière. Car à l'heure actuelle, on voit que le dispositif de protection, il peut être amélioré. Si on est sur 3 ou 4 interceptions sur 20, après c'est une grande frontière. Encore une fois, c'est normal parce que vous n'allez pas mettre un avion de chasse tous les 10 mètres le long de la frontière, ça va vous coûter très cher, il y a un équilibre économique et de potentiel à trouver. On pourrait augmenter la protection côté OTAN et réfléchir à ce qu'on appelle la BCA ou la BSA. Alors on a déjà parlé sur cette chaîne, BSA, Border Shot Authority. Vous avez vos avions qui sont là, mais qui ont droit de tirer de l'autre côté. Maintenant attention, face à des drones, il va falloir être très proche. Et sinon, vous avez la BCA, Border Cross Authority, face à un contact hostile détecté, tu as le droit
de traverser pour aller le chercher. Et donc il pourrait très bien, là ça serait en fait, faut être franc, ça serait l'occasion pour l'OTAN de dire, eh ben puisque on s'est retrouvé avec des aéronefs qui rentrent chez nous, il y a une zone, et ça c'est une sorte de zone tampon, c'est quelque chose que l'on fait dans nos exercices militaires, dans laquelle si un contact rentre avec un cap qui nous fait penser qu'il peut être hostile pour nous, on veut qu'il soit intercepté / détruit dans cette zone buffer, dans cette zone tampon, depuis des avions mis en œuvre depuis nos bases en Pologne, qui seront donc perchés de l'autre côté des frontières par rapport à une éventuelle attaque russe, il n'y en aura pas, et c'est juste de l'attrition dans cette zone-là. Maintenant, sur le papier, vous dites, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire, feu patate. Sauf qu'il y a un piège. Alors si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, maintenant vous avez peut-être vu arriver le piège. À votre avis, quel est le piège? Eh bien le piège, c'est que si vous annoncez que vous faites ça, qu'est-ce que, à votre avis, les Russes peuvent faire? Eh bien les Russes pourraient très bien, on voit qu'il y a une très grosse augmentation des frappes ici, eh bien ils pourraient envoyer beaucoup plus de drones par ici. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savent que du coup vous allez les intercepter et que, en tout cas pour les prochains mois, ça va vider votre stock de missiles. Et ils vont donc vider votre stock de missiles et donc d'armement et de capacité de défense conventionnelle bien plus rapidement que ce qu'on va pouvoir racheter du missile et rééquiper nos aéronefs avec des missiles. Alors pour ce qui est du stock américain, c'est un petit peu moins vrai, mais à coût de 800 drones par nuit, ça va quand même assez vite. Pour ce qui est du stock français, regardez en source ouverte, on a quelques centaines de missiles Mika. Si demain on commence à en tirer un paquet parce qu'on déploie par exemple 6 Rafales qui tirent une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de drones par nuit, ça va aller extrêmement vite et bien plus vite que ce que BDA, qui est un excellent industriel, peut produire. D'ailleurs, c'est pas pour rien si les Chinois, dès la conception, ont réfléchi à une automatisation de leur chaîne de production pour les missiles pour éviter de se retrouver dans ce cas-là. Donc, nous avons, par nos propres fonctionnements, créé un talon d'Achille qui est notre incapacité à accélérer d'un point de vue industriel. Et là, on se retrouve dans une situation où on pourrait dire on intercepte ici, mais on prendrait le risque de réentrer dans un bras de fer industriel qui ne serait pas du tout à notre avantage pour ce qui est de la gestion des munitions. Donc après, il y a des moyens de minimiser en se disant on intercepte parce qu'elle est là, on va intercepter tout sur une buffer qui est là et on s'autorise à ce qu'il y ait une buffer. Et vu qu'il y a violation de l'OTAN, je vous renvoie vers ce qui s'est passé en Bosnie. Il y avait l'ONU qui avait décidé d'une opération de surveillance. Il fallait observer. Au bout de 500 violations, ils ont dit maintenant on abat. Et ça s'est fini par le premier engagement RR pour l'OTAN. C'était en 1994 avec 4 avions ennemis abattus. Donc il y a un moment, s'il faut switcher, ça peut switcher. Mais vous voyez qu'en fait, la problématique, si on se projette à moyen et long terme, c'est en fait le danger de se retrouver dans une guerre à court terme où on est obligé de tirer des missiles et eux, ils vont faire que renvoyer de plus en plus de drones parce que oui, ici, il y en a beaucoup, mais s'ils veulent avoir un gros impact contre des avions de l'OTAN suite, par exemple, à une décision de monter un peu le ton, ils viennent nous embêter dans cette zone-là et là, eh bien, ça devient notre problème. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de toujours d'essayer de se détacher un petit peu du très court terme, de prendre un petit peu de hauteur et de se dire à 2 coups, 3 coups, 4 coups d'avance, que pourrait faire l'ennemi dans un worst case scénario. Alors il y a encore pire comme scénario par rapport au no-fly zone ou autre pour l'OTAN et pour la coalition des volontaires. Je vous propose de couvrir tout ça dans la prochaine vidéo de 50 minutes qui vous donnera la full conscience de la situation sur toutes ces problématiques. N'oubliez jamais que de toute façon, pour ce qui est de l'emploi de l'armée, c'est avant tout une décision politique. Et je vous propose de terminer avec la citation peut-être la plus importante de la journée. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Si vous voulez qu'on se rencontre, le 20 septembre, on sera au Touring Club à l'ACTF, à Toussus-le-Noble. Ils font leur grande fête annuelle. J'ai la chance d'être membre d'honneur de ce club qui a vu mon père faire son tout premier vol il y a un paquet d'années. Et il y aura du SR-20, du SR-22, il y aura du PA-28, il y aura quelques avions de collection également. C'est à partir de 17h, on vous met le lien en dessous. Je crois que c'est 10 € l'entrée, il y aura des food trucks. Bref, ça sera une belle soirée aéronautique. Si vous souhaitez sortir, il y a même un groupe de musique. Et pourquoi pas discuter un petit peu de tous ces sujets en off si vous le souhaitez. À très vite, pourquoi pas dans votre entreprise aussi sinon, et fly safe.